Imaginez. Imaginez un monde où l'océan serait passé du bleu au vert, où même les araignées de mer, habituellement si frétillantes, seraient passées d'un rouge énergique à un vert déprimant. Eh bien, ce monde existe déjà. Depuis plus de 40 ans, dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, les algues vertes prolifèrent sur les plages et empêchent toute baignade. Il n'y a pas que la baie de Saint-Brieuc à être concernée. L'anse de Binic, la baie de la Lieue-de-Grève, toute la côte bretonne est maintenant en veille. La baie d'Arcachon commence, elle aussi, à être touchée. Et le reste de l'Europe, notamment en mer du Nord, connaît aussi ce phénomène. Et les retombées sont nombreuses. Ici, à Ilion, plus un seul touriste sur la plage, car les algues vertes font partie depuis trop longtemps du décor. Il y avait tellement de monde que les gens allaient, pour bénéficier de l'iode, aller sur les champs qu'il y a juste autour. Là. On a des photos familiales qui démontrent la densité qu'il y avait ici. Or, là, qu'est-ce qu'on voit? Des algues vertes en putréfaction et qui empêchent, bien entendu, les plagistes de venir se reposer et de profiter de l'air iodé, quoi. Voilà, donc ça sèche, ça devient blanc. En dessous, eh bien, ça se décompose, on voit le noir, on voit des vers, des asticots, voilà les dégâts. Et quand ça, cet été, au mois de juillet et août, eh bien, il y aura 80 cm, 1 mètre, donc ça sera dangereux, et ça pue là. Hein. André Olivreau n'en finit plus de décrire une plage qu'il ne reconnaît plus. En effet, les autres végétaux, mais aussi poissons et crustacés n'ont pu survivre. La biodiversité en a pris un sacré coup. Avant, il y avait des bigorneaux, il y avait des crabes, Ah, voilà, les étrilles, tout ça. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein, ça a disparu. En plus, même s'il y en a quelques-uns, on ne va pas les manger, là. Pourtant, Ulva armoricana est une algue naturellement présente sur le littoral breton. Elle n'a été ni importée ni créée par une quelconque pollution. Comme tous les végétaux chlorophylliens, l'ulve se développe en absorbant des matières minérales comme l'azote ou le phosphore. Le problème est qu'à notre époque, nombre de polluants produisent en grande quantité ces deux minéraux que l'on reverse allègrement dans nos cours d'eau. Les nitrates, présents dans l'eau, font partie du cycle biologique de l'azote. Leur origine est principalement agricole. Issus de l'épandage sur les terres du bassin versant, les excédents non utilisés par les cultures sont acheminés vers l'océan par les rivières, où ils sont captés immédiatement par les algues. Alors, eh bien, ces algues se développent comment? Elles se nourrissent, elles se déchirent avec la mer, elles peuvent s'accrocher comme des plants de salade sur des rochers et se développer. Elles peuvent se développer par simplement déchirement et auto-développement. Et elles se nourrissent aussi des oxydes d'azote, du nitrate, donc qu'il y a dans l'air. Si, par exemple, on mettait 3 grosses cheminées dans le fond de la baie de Saint-Brieuc et qu'on fermait les 4 rivières, donc les flux de nitrate, il y aurait toujours des algues vertes. Il suffit de faire une expérience avec un aquarium, vous mettez une algue verte, vous la déchirez, vous mettez une température, de la lumière, un petit flux d'oxyde d'azote et vous verrez les algues vertes se développer. Les origines des phosphates contenus dans l'eau sont, elles, partagées entre l'agriculture, l'industrie et les rejets domestiques. À son arrivée dans la baie, le phosphore est stocké dans les sédiments et sera relargué au fur et à mesure. Mais ici, les sédiments de la baie en sont saturés et en imaginant que l'on arrêterait maintenant tout dépôt de phosphore, il y aurait encore 150 ans de rejet.
C'est donc pour l'instant les apports d'azote qu'il s'agit de diminuer, car c'est aux périodes d'épandage que démarre le phénomène des algues vertes et à son départ que celui-ci diminue. Maïs plus lisier égale algues vertes assurées. L'association Alto Marée Verte, elle, a clairement désigné le responsable. C'est l'agriculture intensive, et ici, dans la baie de Saint-Brieuc plus particulièrement, l'élevage industriel porcin. Car en Bretagne, c'est 70 000 porcs, 17% de la production nationale qui sont vendus chaque semaine pour répondre aux besoins de la grande distribution. Nombre d'éleveurs ont du mal à reconnaître leurs responsabilités. Pris dans une logique de production à grande échelle, une grande partie d'entre eux ne sont pas ouverts, en tout cas pour l'instant, à un quelconque changement dans leur façon de travailler. Pourtant, il existe maintenant d'autres manières de procéder. Toujours à Élion, Joseph Cabaret, membre lui aussi d'Alto Marée Verte, a décidé de remettre les cochons sur la paille. Ici, plus de lisier et plus d'épandage sur les terres et dans les rivières, mais du fumier à l'ancienne, bien compact et bien dur. L'azote qui est contenu là-dedans, ça va mettre 3 ans à peu près à se dégrader. Si vous prenez le même azote, la même quantité d'azote qui est contenu dans des excréments liquides, dans du lisier qui est liquide, au lieu de mettre 3 ans, ça va mettre à peu près un mois et demi à se dégrader. Et donc, c'est pas pour le plaisir d'avoir des cochons sur la paille, c'est pas la paille en tant que telle, machin, c'est parce que ça produit du fumier, et donc c'est ce qu'on appelle de l'azote stable. Et le problème, aujourd'hui, on ne veut plus d'azote stable. On ne veut plus beaucoup d'azote stable. Pourquoi on ne voulait pas d'azote stable? Parce qu'on est dans l'ère de l'immédiateté, dans tous les domaines. C'est l'immédiateté qui compte. Et donc, comme on est dans l'ère de l'immédiateté, évidemment, on met un engrais là, qui va être vraiment un coup de fouet. La culture va gicler avec ça. Et voilà, on devient des magiciens. On n'est plus des cultivateurs, on devient des magiciens. Et Joseph Cabaret n'est pas tout seul. Plusieurs paysans, habitant eux aussi près des côtes, ont rejoint l'association et retrouvé des méthodes de travail plus saines, moins productives certes, mais plus en adéquation avec leur environnement naturel. C'est enrichissant aussi pour nous parce qu'on s'aperçoit que nous, associations, eh bien, quelque part, on n'est pas contre les agriculteurs, mais pour une autre agriculture prometteuse d'espoir pour notre pays, quoi. Hein. C'est un peu ça. Et je crois que, pour avoir voyagé un petit peu dans diverses régions de France, j'ai le sentiment que sans doute qu'on a été une des premières régions à démolir notre espace. Et je ne serais pas surpris qu'on soit une des premières à le restaurer. Repousser Ulva armoricana loin des côtes bretonnes ne se fera donc pas en un jour. Mais si chacun, des agriculteurs au pouvoir public en passant par le simple consommateur, prend en compte sa part de responsabilité, le retour à des plages propres pourrait être une réalité dans un futur proche. En effet, les premières expériences de baisse du niveau des nitrates dans les rivières se sont révélées efficaces, beaucoup plus rapidement que prévu, contrairement à ce que certains scientifiques avaient estimé. Aidons la nature et la nature nous aidera. Forte de ces convictions, l'association Alto Marée Verte place ses espoirs dans une agriculture raisonnée et paysanne, mais aussi en la responsabilisation de chacun pour l'avenir de notre environnement.
quasiment tous les Français connaissent une région qui s'appelle Bretagne, ils sont sûrement beaucoup moins nombreux à savoir que c'est aussi le nom d'une toute petite commune à 30 km d'Issoudun dans l'Indre. Étonnant, non ? N'en pouvant plus de ne pas connaître l'obscure raison de cette dénomination, nous sommes allés voir le maire de Bretagne pour lui poser la question fatidique. Cette commune s'appelle Bretagne parce qu'il y aurait eu donc une grande bataille qui aurait été délivrée entre les Bretons et les Visigoths sur les plateaux de Brisevent, entre Brisevent et Abricourt, qui sont juste derrière nous là. C'est donc ici qu'en l'an 471 après Jésus-Christ, les Bretons, alliés de l'empereur romain Artemius, vinrent à 12 000 combattants affronter les Visigoths. Ces derniers, menés par le roi Euric, infligèrent une sévère défaite aux Bretons et cette bataille porta le dernier coup de grâce à 5 siècles de domination romaine en France. Elle a eu lieu, le hameau Cigognol il est là, elle a eu lieu derrière sur l'Haute Mamelon, sur la butte derrière, entre la ferme d'Abricourt et la ferme de Brisevent. Au début du XXe siècle, l'abbé Victor Huguenot, maire de Bretagne, fit les recherches nécessaires pour confirmer l'existence de la bataille à cet endroit. À cette époque, il restait encore une vingtaine de tumulus ou tertres, des tombeaux qui auraient été ceux des chefs tués au combat. Depuis, aucun vestige n'est resté sinon le nom de cet endroit, mais si l'on écoute bien, on entend parfois les fers s'entrechoquer. Trêve de plaisanterie, 1500 ans plus tard, l'endroit est oublié des annales de l'histoire. Fini les batailles, vive la vie à la campagne. C'est une petite bourgade rurale qui vit essentiellement de l'agriculture. Donc. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'entreprise, parce que c'est vraiment une toute petite commune, on est 85 habitants. Étonnant, non ? Non, en fait, c'est pas tout à fait étonnant. Ça pourrait être plus étonnant que ça. Il y a des choses beaucoup plus étonnantes que ça. Ça dépend de quel point de vue on se place.